Bonjour à tous. Bienvenue à ce panel sur l'implantation en usine dans les années 60 et 70. Je me présente rapidement. Je m'appelle Guillaume Tremblay-Boilly. Je suis un des membres du comité organisateur de la Grande Transition et je fais un doctorat en sociologie à l'Université Concordia à Montréal. Mon doctorat porte sur le phénomène de l'implantation en usine au Québec. Et aujourd'hui, j'ai voulu réunir des gens, de France et du Québec pour parler de cette expérience-là et en faire un peu une sorte de bilan historique et de comparaison. Dans les années 60-70, dans plusieurs pays occidentaux, des jeunes militants de gauche, la plupart étudiants ou ex-étudiants, ont décidé d'enjamber les frontières de classe en se faisant recruter comme ouvriers en usine. En France, on les a appelés des établis. Au Québec, on parlait plutôt d'implantation. Ces militants appartenaient à des groupes marxistes et voulaient s'enraciner dans la classe ouvrière pour contribuer aux luttes syndicales et diffuser un discours révolutionnaire. Aujourd'hui, on a avec nous trois personnes qui ont fait le saut en devenant ouvriers et ouvrières à l'époque pour des raisons politiques. On a avec nous Donald Cuccioletta qui a passé environ 12 ans à la fonderie Canadian Copper Refineries dans l'est de Montréal. Il est aujourd'hui chercheur à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Et il intervient régulièrement dans les médias québécois pour parler de politique américaine, sa spécialité. On a ensuite Fabienne Loret, qui s'est établie en 1972 à l'usine Renault-Flins, en banlieue de Paris. Elle y est restée plus de 35 ans, d'abord comme ouvrière, puis comme bibliothécaire et animatrice du comité d'entreprise. Elle a été déléguée syndicale, en plus d'être impliquée dans de nombreuses luttes antiracistes, féministes et écologistes. En 2018, elle a publié le livre « L'envers de Flins, une féministe révolutionnaire à l'atelier ». Et finalement, Marnix Dressen a été établi pendant 4 ans dans la métallurgie alsacienne. Par la suite, en tant que sociologue du travail, il a énormément contribué à préserver la mémoire de l'établissement en France, entre autres en publiant les ouvrages de l'Amphi à l'établi, les étudiants maoïstes à l'usine et les établis, la chaîne et le syndicat, monographie d'une usine lyonnaise. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Donald. Bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être ici sur ce panel. Merci Guillaume de m'avoir invité. Bonjour à Fabienne, bonjour à Marnix. Ça me fait plaisir de voir les gens qui étaient des implantés. En tout cas, ça me sauve 35 ans, c'est spécial ça quand même. Oui, moi, au niveau, je pense que la première question, c'était de voir c'était quoi un peu, moi en tout cas, qu'est-ce qui m'a attiré, puis la volonté d'y aller, mais aussi l'expérience en usine, c'était surtout ça, voir. Il faut voir ici qu'au Québec, il y a eu quand même une certaine vague, une mini-vague, si vous voulez, qui venait justement de l'Europe, puis qui fait que finalement, on a commencé à regarder, surtout suite après la crise d'octobre qu'il y a eu ici en 1970, où est-ce que tous les militants de l'époque, soit ils ont mis en prison, ou soit finalement, ils ont poursuivi pendant des années de temps, qui faisait que quand on est arrivé à une période de 71-72, quand on commençait à penser qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir davantage plus radical, mais avec une idéologie qui soutenait ce radicalisme-là. Bon, c'était la question du marxisme, évidemment. Puis comme on l'a su par la suite, on était juste un peu des enfants de Mao aussi. C'était toute la question du marxisme-léninisme. Et donc, tous ces mouvements-là ou ces groupes-là commençaient à se former un peu partout. Et une des premières choses que les gens se disaient, comme moi-même, finalement, comment qu'on doit aller voir la classe ouvrière. Parce qu'il faut dire qu'ici au Québec, la grande majorité était surtout des gens comme moi, de la petite bourgeoisie, universitaire et tout ça. Par contre, il y avait certains qui étaient des ouvriers de naissance, mais qui avaient lâché un peu, on peut dire, le mouvement ouvrier comme tel
pour se trouver des emplois beaucoup plus rémunérants, etc., etc., mais par la suite sont retournés en usine. Donc, ça a été un mélange, on peut dire, des gens origine de la classe ouvrière, mais aussi des gens qui venaient surtout compléter la petite bourgeoisie, comme moi-même. Et c'était une volonté, finalement, d'être proche des ouvriers et des ouvrières. Mais dans mon usine, évidemment, c'était tous des ouvriers. Les seules ouvrières qu'il y avait, c'était les secrétaires au deuxième étage. Mais sur le plancher de l'usine, sur 3 quarts de travail, finalement, qui était une usine assez bondée d'ouvriers, effectivement, c'était surtout de rencontrer ces gens-là, puis d'aller de l'avant, etc., etc. Et d'amener qu'on appelait, finalement, la bonne parole, finalement, du marxisme et tout ça. Bon, un peu, on peut dire, avec les moyens du bord, il faut dire que, puis moi, la façon que j'ai pu m'intégrer à mes compagnons, puis éventuellement certains qui sont devenus mes camarades, puis même des camarades de vie, finalement, c'est de voir qu'il fallait commencer à passer par le mouvement syndical. À l'époque, en tout cas dans mon usine, où est-ce que j'étais, le syndicat était présent comme on pourrait dire, comme, même pas nécessairement comme un outil, mais il était là. Les gens étaient syndiqués. Puis la seule assemblée syndicale qu'il y avait dans cette usine-là, c'était une fois par année ou une fois par 3 ans pour accepter la convention collective. Fait que ma première tâche, c'est vraiment de rendre un peu le syndicalisme démocratique participatif de la part des travailleurs, finalement, dans l'usine. Donc, moi, tout de suite, j'ai vu que la meilleure façon de pouvoir me rapprocher de ces travailleurs-là, parce qu'en rentrant, ils voyaient très bien que je n'étais pas parmi eux. Ils le voyaient tout de suite. Je veux dire, les ouvriers sont capables, finalement, les ouvriers, surtout d'usine, sont capables de vraiment, comme on dit aux Québécois, vous spotter, puis dire, lui, c'est pas un comme nous. Donc, il fallait que je fasse mes preuves quotidiennement pour vraiment être que j'étais avec eux. Et la première chose que j'ai fait, moi, dans mon histoire, c'est de devenir en charge de la santé et sécurité. Puis c'était l'usine où finalement, il y a eu des morts dans le passé, d'intoxication au plomb, etc., etc. Donc, le comité de santé et sécurité existait, mais comme fonctionnait pas. Fait que c'était comme ça. Puis ça me permettait, parce que je faisais au moins une tournée une fois par 2 semaines dans l'usine avec un contremaître ou un ingénieur de l'usine pour voir comment c'était les conditions. Puis en même temps, moi, je parlais avec les ouvriers, je leur demandais leur opinion. Puis là, ils disaient, vous demandez notre opinion? Oui. Fait que pour la première fois, j'ai commencé à créer des contacts. Deuxièmement, à un moment donné, je suis devenu délégué syndical aussi, qui m'amenait quand même plus de force au niveau du syndicat comme tel. Et par la suite, pour vraiment me dévoiler comme communiste, parce que j'étais considéré à l'époque, ce qu'on appelle dans le Parti communiste ouvrier, à l'époque, j'étais, comme on dit, un ouvert. Ça veut dire que moi, je me déclarais ouvertement communiste. J'écrivais des tracts à l'usine. J'ai même formé un journal d'usine pro-marxiste que je diffusais dans l'usine, qui faisait que les gens le lisaient. Et donc, j'étais un ouvert. Donc, c'est un peu tout ça. Puis le but, effectivement, c'était de rendre, comme j'ai dit tantôt, d'amener la démocratie au sein de ce syndicat-là. Et effectivement, de le rendre viable et montrer que le syndicalisme bien développé par les ouvriers au contrôle de leur propre syndicat pourra être un instrument non seulement pour les meilleures conditions de travail, meilleurs salaires, etc., mais aussi faisant partie de la lutte de classe. Et donc, c'est à tout ce développement-là qui a fait que finalement, j'ai pu intégrer, faire des amis, faire des camarades dans l'usine. Puis c'est assez curieux, les 2 grèves qu'on avait fait à l'époque, c'est assez curieux. J'avais même un garde du corps de 4 travailleurs qui sont devenus mes gardes de corps. Fait qu'ils disent, toi, tu es un communiste, mais on t'aime bien et on te protège. Fait que déjà, je voyais que j'étais comme parmi eux, en tout cas. Je faisais partie, comme on l'appelle au Québec, je faisais partie de la gang. Et donc, ça c'était encourageant aussi. Puis j'ai pu emmener ces gens-là, d'autres ouvriers aussi, sur les lignes d'hôpital de différentes usines dans la région dans laquelle on était, que ce soit dans une raffinerie comme Shell qui faisait des grèves, d'autres usines comme Atlas, Asbestos, etc., etc. Que finalement, il y a vraiment la vie ouvrière prenant une autre dimension, beaucoup plus de classe, puis en plus, vraiment d'un syndicalisme combatif
combatif, pas nécessairement un syndicaliste de classe, mais au moins un syndicaliste combatif qui faisait que j'étais capable d'avancer ces choses-là. L'autre affaire aussi, j'étais un peu chanceux dans le sens que je diffusais le journal communiste du Parti communiste ouvrier qui s'appelait La Forge ouvertement dans l'usine. Ouvertement dans l'usine. Puis à un moment donné, j'avais vu qu'on avait engagé quelqu'un qui s'est avéré qui était un policier qui me surveillait dans l'usine. Mais ça faisait partie de la vie, ça. Je veux dire, on vivait avec ça quotidiennement. Et surtout, il faut dire, ça nous a formés, c'était la crise d'octobre. La crise d'octobre, tous les militants et les militantes étaient suivis quasiment quotidiennement par la police, comme par la GRC. Fait que pour nous, on avait déjà appris que ça faisait partie de notre nature d'être un militant ou d'une militante. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé ça? Est-ce que le travail a été positif, etc.? Je ne peux pas le dire sur le plan, on peut dire, de lutte de classe, quoiqu'on a fait plusieurs grèves, on a soutenu plusieurs autres grèves, on a assisté à 2 grèves générales du Canada, un sur le rail et l'autre finalement sur la question quand le gouvernement de M. Trudeau avait imposé le contrôle des salaires. Et effectivement, ils ont participé. Imaginez-vous, c'est la première fois qu'elle est dans une manifestation aussi importante qui englobait l'ensemble des travailleurs, les travailleurs à l'ensemble du Canada. Donc, ça a été des affaires positives. Ça a sûrement élevé le niveau de conscience un tout petit peu. Mais qu'est-ce que je trouve qui était beaucoup plus important, particulièrement dans l'époque où on se construisait au Québec, ça devrait réanimer le rôle du mouvement syndical. Le mouvement syndical étant dominé, surtout du côté de la FTQ, finalement la Fédération des travailleurs du Québec, par des syndicats manipulants, des syndicats qui contrôlaient, la direction contrôlait le syndicat. Et effectivement, puis aussi des syndicats, des fois, qui pratiquaient un peu le banditisme, il faut le dire. Donc, le fait qu'on a éveillé ce mouvement syndical-là dans l'usine dans laquelle j'étais, on a éveillé la lutte des syndicats, la lutte du syndicalisme, que les travailleurs prennent en charge de leur propre syndicat. Ça leur appartenait, ce syndicat-là. Et ça, pour moi, c'est peut-être été le plus grand, disons, défi, mais en même temps, la plus grande victoire. Puis plus tard, quand j'ai rencontré plusieurs de ces travailleurs-là qui m'invitaient toujours, quand j'avais quitté l'usine, ils m'invitaient toujours dans les parties de l'usine, ils m'invitaient toujours finalement à des soirées qu'ils avaient organisées entre eux avec leurs épouses, puis mon épouse venait aussi. Puis, il faut que je dise aussi que j'étais appuyé par mon épouse aussi à l'époque, puis qui est toujours mon épouse, Francine. C'est elle qui avait mis sur pied, durant le temps des grèves qu'on faisait à l'usine, le comité des femmes. Les femmes n'avaient jamais participé dans les luttes menées par leur mari. Et donc, elle avait formé le comité des femmes qui venait sur les lignes de piquetage. Quand on nous avait interdit de faire du piquetage, c'est elle qui venait avec les femmes de ces hommes-là sur les lignes de piquetage. Des soirées où est-ce que c'était uniquement les femmes qui sortent contre eux. Puis éventuellement, elle a réussi à faire effectivement accepter par le syndicat. Puis il faut dire, à l'époque, tu as rendu vice-président du syndicat aussi. Puis effectivement, que les femmes participent à l'assemblée syndicale de leur mari. Donc ça, pour moi, ça a été une grande victoire. C'était la victoire pour moi de ce côté-là. Et quand j'ai quitté l'usine, j'ai été capable de maintenir toujours des contacts avec ces gens-là. Il y a encore quelques-uns, des fois, qui m'appellent une fois par année, puis pour voir comment je suis sur la question de ma santé et tout ça, parce qu'on vieillit tous, n'est-ce pas? Donc, c'était ça, je pense, mon expérience. Est-ce qu'on a vraiment partagé l'idéologie marxiste? Oui, mais est-ce qu'effectivement, ça a élevé le niveau de conscience sociale? Je ne sais pas. Est-ce que ça a élevé le niveau de conscience de classe? Oui et non. Il faut voir aussi que les syndicats assez banditistes dans lesquels j'étais, effectivement, très vite, ils ont tenté de me tasser, puis tasser les ouvriers aussi. Dans l'usine, j'ai quand même été capable de former une cellule communiste. Ça, c'était peut-être l'autre victoire. Ça veut dire des membres, des gens qui sont devenus membres du Parti communiste ouvrier. Donc, il y avait une cellule. Il y avait une cellule aussi dans les 2 autres usines de Noranda,
qui prenaient toute la rue dans Montréal-Est. Donc, trois cellules, hein, 3 cellules, et aussi des sympathisants qu'on appelait des lecteurs du journal, parce qu'ils lisaient à la forge, qu'on distribuait, puis qu'on faisait des groupes de lecture. Fait que ça, la structure de ça a été quand même une victoire aussi. Mais c'est sûr que quand tout le mouvement d'extrême gauche ici au Québec, le mouvement marxiste-léniniste, les maoïstes s'est effondré, disons, le raz de marée a amené tout ça en même temps. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme dans l'impression qu'il faut reconstruire, refaire, mais c'est ça les hauts et les bas hein, de la lutte de classe. On avance des fois on recule, des fois on avance. C'est comme ça. Il faut s'y faire. C'est tout à fait ça. Puis aussi, il faut dire que la bourgeoisie ne nous laisse pas faire non plus. Hein? Les capitalistes sont là pour nous arrêter, puis ils vont tout faire pour nous arrêter. Fait que pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Pour moi, ça a été une grande école aussi de la vie. De la vie. Je viens de la petite bourgeoisie. Pas riche, mais assez bien nanti, à l'université. Écoute, à l'époque, à l'université au Québec, il n'y a pas grand monde qui allait à l'université au Québec à ce moment-là. Donc, c'est une réalité. Les effets de la Révolution tranquille n'avaient pas encore rentré dans la société québécoise, avec toutes les ouvertures que ça nous donnait. Donc, mes parents, mon père est un avocat criminaliste, donc il gagnait bien sa vie. Donc, effectivement, ça m'a amené vers une classe sociale que j'ai connue, parce que j'ai toujours vécu dans un quartier ouvrier qui s'appelait Maisonneuve, qui s'appelle toujours Maisonneuve, selon moi. Mais c'était des amis, des gens avec qui je jouais du sport, tout ça. Mais vraiment connaître la classe ouvrière sur le plancher de l'usine, sur le plancher des vaches, c'est à la shop qui m'a montré ça. J'appelle ça encore la shop aujourd'hui. Et là, j'ai compris la vie. J'ai compris la vie comme j'ai jamais compris la vie. Et parfois, je me dis, j'ai appris plus là que j'ai appris quand j'ai écrit mon doctorat. Puis je suis honnête avec vous de dire ça. Puis je deviens émotionnel même quand je pense encore à cette époque-là, que comment que ces gens-là m'ont traité, comment ils m'ont défendu, comment que ces femmes-là sont venues sur les lignes de piquetage. Ça ne s'est jamais vu, jamais, jamais dans l'histoire de ces usines-là. Jamais. Et donc, je me dis, pas à cause de moi, mais parce qu'effectivement, ils avaient compris que c'est à eux qui doivent mener la lutte. Et donc, ça, c'était quelque chose de formidable, de formidable. Fait que moi, j'ai appris de eux plutôt qu'eux ont appris de moi. Ça, c'est clair pour moi. C'est clair. Sinon, moi, petit bourgeois, j'aurais fait prof, comme je l'étais éventuellement prof, mais j'aurais été probablement avocat comme mon père. Et puis, probablement, j'aurais défendu les riches comme mon père, etc., etc. Donc, pour moi, ça a été une expérience que je n'oublierai jamais, mais jamais, 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 jamais. Et je ne nie pas cette expérience-là. Malheureusement, il y a plusieurs camarades qui ont dit qu'on a perdu notre temps, ça nous a coupé notre avancement dans la vie et tout ça. Moi, je n'ai jamais vu ça comme ça. Jamais, 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 parce que je suis fier de ce que j'ai fait pour moi-même aussi, pour moi-même. Et j'ai hâte de vous entendre aussi sur votre historique et comme les leçons que vous avez apprises, parce qu'on a toujours des leçons à apprendre dans la vie, n'est-ce pas? Ça n'arrête jamais, ça. Merci. Merci beaucoup, Donald. Donc, je laisse la parole à Fabienne. Bonjour, moi, c'est pas tout à fait le même parcours parce qu'effectivement, je suis restée longtemps, même si c'est pas entre guillemets un établissement. Moi, ce qui s'est passé, c'est que pour nous, en France, il y a quand même eu l'événement 1968 qui a déterminé beaucoup de choses. La grande grève de 1968 avec 10 millions de grévistes. Et moi, je suis rentrée en politique à ce moment-là. J'étais lycéenne en 68. Mon lycée était occupé et j'ai passé 68 à Paris avec les barricades, avec tout ça. Et j'ai rencontré des organisations révolutionnaires, mais plutôt trotskistes, pas maoïstes. Il n'y avait pas beaucoup de maoïstes, en fait, c'était trotskistes plutôt, à la Sorbonne et tout ça. Donc, la Ligue communiste, à l'époque, c'était plutôt les JCR, Jeunesse communiste révolutionnaire, le parti de aujourd'hui Besancenot, mais c'était Alain Krivine, enfin des gens comme ça. Donc on était attirés par ça avec mon compagnon. J'étais déjà en couple, j'avais en 68, j'avais 18 ans. Voilà, et on est rentré dans une cellule de la JCR dans le 6e arrondissement.
Et dans cette cellule, il y avait une fille qui disait: «Il faut aller voir à Renault-Flin. Il se passe des choses». Déjà à Billancourt, c'est important les grosses entreprises parce que, mai 68, c'est la plus grande grève ouvrière, qu'il y ait eu en France, avec 10 millions de grévistes et notamment dans les grosses entreprises. Le pays était bloqué. Là, les gens aujourd'hui, ils se disent une grève, ouais, on n'a pas de train, et cetera, mais on n'a pas eu de train, on n'a pas eu de transport pendant plus d'un mois et demi, hein. On marchait à pied tout le temps. On faisait du stop. Donc c'était voilà, donc c'était énorme, il y avait des très grosses entreprises. À Billancourt, on était allé voir à Billancourt, mais c'était trop difficile. La CGT, le syndicat majoritaire, ne voulait absolument pas que les étudiants passent à jonction avec eux. Et puis, il y a des copains et des copines qui sont allés, à Flins, où là, les syndicats étaient beaucoup moins implantés et les ouvriers ont fait grève de façon importante et il y a eu des bagarres avec les flics et notamment le 10 juin, il y a eu un grand événement. C'était la deuxième partie de 68. Ça commençait à décliner. Il y a eu des, des bagarres avec les flics. Il y a un jeune lycéen qui, qui était justement maoïste, Gilles Totin, qui est mort noyé, poursuivi par les CRS dans la Seine, au bord de la Seine, à Meulan, pas loin de Renault-Flin. Donc il y a eu des échauffourées dans les villes du coin, là, autour de Renault-Flin. C'est dans les Yvelines, hein, c'est pas la banlieue, c'est un département à côté de Paris, mais c'est quand même à 45 kilomètres de Paris, au bord de Seine. Et dans toutes les villes autour, de Mantes aux Mureaux, il y avait voilà, il y avait des échauffourées, des manifestations, etc. Donc on a été très impressionnés par ça et c'est c'est peut-être resté dans notre tête, mais on a continué, voilà. Moi, j'ai passé mon bac l'année d'après, parce que j'étais en 1re en 68. Et puis après, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait des études, je suis allée en 1 an de philo à la fac et 1 an d'histoire, mais en fait, j'ai rien fait puisque je faisais que de militer. Parce que ça a continué l'après 68, il y avait des comités Mhm. d'action partout, et cetera. En France, ça a continué quand même, 2-3 ans après. Il y avait le mouvement féministe, bon, j'ai participé à tout ça. Alors, pour dire aussi que oui, par rapport aux origines sociales, je ne suis pas de la petite bourgeoisie. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment petite bourgeoisie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une classe intermédiaire entre la classe ouvrière et les bourgeois et les grands bourgeois? Je sais c'est ce qu'on dit la classe moyenne, je ne sais pas. Ma mère était couturière à domicile. C'est Prière. pas Elle était d'origine ouvrière. Ses parents étaient italiens, heu, ma grand-mère était ouvrière. Mon père était, d'origine modeste, mais enfin bon, ouais, petite bourgeoisie et il était journaliste technique dans la radio-télévision. Journaliste technique, hein, Ah bon, oui, il ah oui. avait fait un diplôme, mais il était en fait électro je sais pas quoi, voilà, il était beaucoup, là-dedans et mon père s'est révolté aussi en 68 et il était à Paris et on était en même temps. Lui, il allait dans les comités d'action et moi, j'étais plutôt sur le quartier latin. Voilà, donc j'étais bon, voilà, c'est et mes parents n'ont pas, comment dire? Ah, j'étais quand même jeune, hein, j'avais 21 ans, j'étais pas encore majeure et j'ai dit: «Je vais arrêter mes études» et ils m'ont dit: «Bah oui», pour aller en usine. Ils ont pas été contre. De toute façon, dès que j'ai eu 21 ans, mon père m'a coupé les vivres. Voilà, c'était la majorité, donc il fallait que je me Ah, débrouille. Alors je faisais des petits boulots et cetera avec mon camion. Donc on a décidé avec des copains, de révolution. Ça s'appelait Révolution, l'organisation au départ et après elle s'est appelée Organisation communiste des travailleurs. Donc c'était une organisation qui était un peu attirée par les idées maoïstes, mais qui était quand même issue de la JCR, enfin de la Ligue communiste. C'était une scission qui a eu lieu, je crois, en 71 ou quelque chose comme ça. Et c'était une scission de la LCR, mais qui voulait être plus ouverte sur ce qui se passait justement dans les pays comme la Chine et qui n'était pas d'accord avec l'analyse trotskiste traditionnelle. C'était enfin une divergence qui aujourd'hui semble un peu bizarre, enfin, on se dit mais pourquoi quitter une organisation pour ça? Euh, euh, la Ligue communiste disait que, que l'URSS était un État ouvrier dégénéré et Révolution disait que c'était un État capitaliste d'État. Voilà, c'était la grande divergence. Il n'avait plus rien d'ouvrier. Bon, donc on est parti, mais on s'est dit, on va venir dans la région. Ce n'était pas un établissement individuel. Mon compagnon, qui a écrit aussi un livre sur Flins, qui s'appelle Flins sans fin, Nicolas Dubost, il est dans. D'ailleurs, je voulais en parler tout au début parce que c'est intéressant d'avoir tous ces récits d'établis. Peut-être vous le mettrez euh, dans la bibliographie. Il y a ce livre qui s'appelle
Ouvrier volontaire, les années 68, l'établissement en usine des temps modernes, qui est paru en juillet-octobre 2015. Donc, il y a des analyses, il y a Marnix qui écrit dedans, et il y a plein de. Donc, il y a Nicolas, et il y a moi, il y a un autre copain de Flins qui. Donc, je vous le conseille vivement, parce qu'il y a des analyses et beaucoup de témoignages, et beaucoup de Mao, parce que c'est vrai que la majorité des établis, c'était beaucoup d'origine maoïste. Mais nous, on avait décidé d'y aller en groupe. Donc déjà, on voulait être au moins 4 dans l'usine. C'est une très grosse usine, hein. Il y avait au moins 22 000 personnes à Renault-Flins. Donc c'était vraiment un très gros bastion. Donc chaque atelier était une usine en elle-même, hein. Et donc on est parti déjà s'installer dans la région, prendre le pouls de la région. On avait des contacts avec des gens qui habitaient ici. Et on s'est dit, on s'installe dans toute la vallée de la Seine, entre Mantes et les Mureaux, et pas seulement à Renault-Flins, mais dans les petites usines qui étaient autour. Donc, il y a des gens qui sont allés à la cellophane, il y avait des gens au ciment français. Donc, c'était un établissement collectif, mais aussi dans la vie, dans les cités. On n'avait pas une conception ouvriériste de dire on va que dans les usines, mais pour nous, la vie à l'extérieur du travail était aussi importante. Donc, on est venu habiter dans le coin, dans les cités HLM, à Mantes et aux Mureaux. Et puis, avec nous, on était une bonne vingtaine. Il y avait des enseignants, des étudiants, des pions, des surveillants dans les lycées, il y avait des médecins, il y avait des employés. Voilà, il y avait tout un tas de métiers qui sont venus dans la région. Donc, c'était un établissement collectif, et c'était une expérience parce que c'était un des premiers établissements de l'organisation en Révolution. Il y en a eu d'autres après, il y a eu pas mal établis à Révolution, pas que dans les entreprises, mais aussi dans les banques, à la poste, etc. On parlera peut-être tout à l'heure des autres, parce qu'on parle établi, on se dit c'est établi uniquement en usine de fabrication. Non, on peut aussi s'établir à la poste ou dans des services publics ou à Mhm. l'hôpital. Oui, Ouais. c'est aussi important, parce que ce sont c'est très important dans un pays, la communication, ou à la CNCF, ou à la RATP, ou voilà, c'est différent. Bon, moi, j'étais dans cette usine où c'était une majorité de femmes. Il y avait d'hommes, il y avait qu'une minorité de femmes. Les usines de l'automobile, depuis toujours, c'est un travail d'hommes. C'est un travail à la chaîne, les presses, etc. Et les femmes sont reléguées dans certains endroits. Alors, il y a des femmes dans les bureaux, mais il y a aussi des femmes dans les ateliers. Et le plus gros atelier euh, de l'usine, c'était l'atelier de la couture des sièges, des housses de sièges de voitures. Ceci dit, avant de rentrer dans cette usine, tous les deux, déjà avec mon compagnon Nicolas, il fallait qu'on se fasse un passé d'ouvrier. Donc, on a cherché des petites boîtes pour avoir un CV où on avait travaillé avant en usine. On savait qu'il y avait déjà eu des établis Mao à Renault-Flins, il y en avait, de la gauche prolétarienne, et puis il y avait un autre groupe aussi, il y avait Vive la Révolution. Mais ils commençaient déjà à partir. Il y en avait qui étaient partis, qui avaient été licenciés après 68. Donc, on se disait qu'on allait être surveillé. Donc, il fallait qu'on ait un CV un peu costaud sur, voilà, à faire. Donc, moi, j'ai fait 2 entreprises. La première usine où j'ai travaillé, c'était une usine de biscottes à Mantes-la-Ville, Gringoire, une marque, voilà. C'est là que j'ai découvert le travail à la chaîne, et là, c'était vraiment très, très dur, les biscottes. Je le raconte un peu dans mon livre. Et puis, une autre usine de métallurgie au Mureaux, le Profil. Nicolas, lui, il était allé dans une usine de fabrication de colle, de la colle, voilà. Et puis, il a été embauché, lui, je crois qu'il a été embauché en mars 72, et moi en mai, début mai 72. Et puis 2 autres copains sont venus après, Jacques Verlac, qui a écrit aussi le texte pour les ouvriers volontaires. Lui, il est resté toute sa vie dans l'usine en tant qu'ouvrier. Il est à la retraite, mais lui, il est vraiment resté ouvrier, il n'a jamais voulu faire autre chose. Et puis Nicolas, qui est parti je crois qu'il a dû partir en 82, il y a eu beaucoup de grèves. Voilà. Alors, on était restés dans cette usine parce que c'était une usine très combative où on sentait que ça bougeait. Dès qu'on arrivait, il y avait des grèves. Il y avait des grèves en 71. Et la première grève qui a eu lieu, c'était en 1973. C'est toute la série de grèves qu'on a appelée la révolte des ouvriers de l'automobile contre les conditions de travail, pour les classifications, pour être mieux traités. Et c'était beaucoup des ouvriers d'origine étrangère. Alors, je fais un petit retour sur ce qu'était cette usine de Renault-Flins. En 68,
il y avait à peu près 10 000 personnes à Renault-Flin, mais c'était essentiellement des ouvriers d'origine française et notamment des ouvriers aussi d'origine paysanne, enfin paysanne, oui, agricole, du coin. Et après 68, il y a eu, quand même des choses qui ont été gagnées, hein, au niveau notamment au niveau du pouvoir d'achat, parce que le SMIC a énormément augmenté et il y a eu une explosion de la consommation et les usines automobiles, ont voulu fabriquer beaucoup plus de voitures. Il y avait une demande de voitures et donc l'usine qui faisait 2 000 personnes Renault a décidé de passer l'usine en 2-8. En 68, les gens étaient en horaire normal, c'est-à-dire 7 heures, 7h30 du matin jusqu'à 18 heures. Et là, ils ont rajouté des équipes en 2-8, c'est-à-dire des gens qui travaillaient une semaine le matin et l'autre semaine le soir et de façon inversée. Donc l'usine en 72, quand on est arrivé, elle était passée en 69 à plus de 20 000 personnes. Ils ont doublé les effectifs. Alors, ils ne pouvaient pas trouver plus de 10 000 personnes dans le coin. Donc, ils sont allés chercher des gens à l'étranger. Enfin, ils ont fait venir par des circuits, voilà, ils ont fait appel à de la main-d'œuvre étrangère. C'est comme ça que sont arrivés tous les Maghrébins, notamment beaucoup des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, mais aussi des Africains, des anciennes colonies, hein, Sénégal, Mali, etc. Et puis tout un tas de nationalités. Il y avait beaucoup de Portugais aussi, des Espagnols, après des Yougoslaves, donc il y a eu jusqu'à 50 nationalités à Renault-Flin. Et puis, c'était vraiment, ça produisait beaucoup de voitures. Voilà. Et puis, c'était l'époque où il y a eu les grèves donc pour les classifications et ces ouvriers qui étaient en chaîne, ils voulaient être considérés. Donc, il y avait beaucoup de grèves. Il y avait des grèves presque tous les ans, mais sur d'autres sujets aussi. Donc, dans mon atelier, moi, j'ai fait ma première grève et je la raconte dans mon livre. C'était assez émouvant. Les copines de mon atelier devaient sortir avec moi, mais elles ne sont pas sorties. Et j'ai fait ma première grève donc au mois d'avril 1973. C'était assez émouvant. Voilà. Et puis après cette grève-là, j'ai été remarquée par les syndicats, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de femmes, les syndicats, et j'ai été remarquée par la CFDT, qui était une CFDT plutôt combative et plutôt oppositionnelle à la direction. Il ne faut pas voir la CFDT comme elle est aujourd'hui en France, assez collaborationniste, etc., et qui finalement fait beaucoup moins de grèves qu'avant. Mais c'était une CFDT locale assez combative. Donc ils sont venus, ils n'avaient pas de femmes à l'époque, ils avaient plus de délégués femmes depuis 68. Et puis j'ai dit: «D'accord». Après la CGT est venue aussi parce qu'ils m'avaient repérée, mais j'ai dit: «Bah non, tant pis, je». Et nous, on avait décidé, dans notre organisation, qu'on irait dans les syndicats, mais les syndicats combatifs, là, ce qu'on appelait les syndicats à lutte de classe. Donc on avait décidé qu'on se partagerait entre la CGT et la CFDT. Du coup, de fait, on était 3 à la CFDT, Jacques est allé à la CGT, il est resté longtemps à la CGT. Après, bon, il y a eu des histoires dans la CGT, il y a eu des transfuges entre les 2. Voilà, bon, c'était un peu plus compliqué, je ne peux pas l'expliquer là, ce serait trop long. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que moi, contrairement à ce que tu as dit, Donald, moi, je me suis sentie tout de suite dans le bain. Je ne me suis pas sentie décalée par rapport aux ouvrières d'un point de vue social. Je me suis pas sentie déclassée, différente. La seule différence, c'est que moi, je voulais faire la révolution. En fait, j'étais révolutionnaire, je voulais changer le monde et pas seulement faire des grèves, mais vraiment changer le monde et changer le système. Mais et je me suis rendu compte qu'il y avait des filles aussi qui avaient ces idées-là. Alors pas tout à fait formées et cetera, et j'avais leur âge en fait. J'étais jeune, vraiment, j'étais très jeune, j'avais 22 ans, donc c'était, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux raconter de plus, sinon qu'au bout d'un moment, il y a eu des grèves, la grande période, il y a eu une dizaine d'années, oui, entre 72 et 82-83, jusqu'à l'après Mitterrand. Il y a eu beaucoup de grèves et pas forcément des grèves en chaîne dont on a parlé. Il y a eu les grèves qui m'ont le plus marqué, dont j'ai parlé dans mon livre, ce sont des grèves qui n'ont pas fait la une des journaux. Notamment, on avait fait en 74, je crois, des grèves contre la suppression du travail le samedi. Parce qu'on travaillait le samedi matin et les gens en avaient marre de travailler le samedi, surtout les Français, parce qu'ils voulaient leur week-end et les femmes surtout. Donc on venait à l'usine le samedi matin et on faisait des défilés dans toute l'usine pour supprimer le travail du samedi et que les horaires soient répartis sur les autres jours de la semaine. Et ça a duré plusieurs semaines.
Et ce travail-là, ça a été formidable parce que les syndicats, les directions syndicales, ça les intéressait pas parce qu'à l'époque, les syndicats étaient plutôt dirigés par des ouvriers professionnels qui, eux, ne travaillaient pas en chaîne et qui n'étaient pas en équipe de 2-8, qui travaillaient en normal. Donc ils ne travaillaient pas le samedi. Donc ils n'étaient pas tellement motivés par ce sujet-là. Mais pour nous, c'était, une grève pour la liberté, un peu, d'avoir du temps libre. L'objectif, c'était avoir du temps libre et ça nous avait on l'avait préparé avec une autre organisation révolutionnaire qui était implantée depuis longtemps dans l'usine, c'était Lutte ouvrière, qui elle est une organisation trotskiste qui a beaucoup, d'ouvriers et ils ont des établis aussi, mais des établis qui viennent, des lycées professionnels et cetera, qui sont d'origine ouvrière. Donc on avait bien travaillé avec eux là-dessus, c'était super, sympa et la grève a été gagnante au bout de plusieurs mois. On a réussi à obtenir la suppression du travail le samedi. Bon, dommage, depuis quelques années, les gens travaillent vraiment, sont revenus à travailler le samedi matin, des fois même le dimanche. Bon, c'est un peu comme tu disais, le retour en arrière. Tout ce qu'on a gagné, on le repère après. Voilà, il faut toujours avoir l'œil. Et puis, une autre grève aussi qui nous avait semblé super, et les syndicats, la CFDT l'avait préparée, mais la CGT n'était pas trop partante, c'était les ouvriers africains. Ils partaient tous les ans dans leur pays et ils demandaient des congés sans solde. Mais on leur donnait pas assez. Il y avait les congés payés, on leur mettait 1 mois. Eux, ils voulaient 3 mois parce que quand on habite au fin fond du Mali ou du Sénégal, dans un village, ça met beaucoup de temps pour y aller et ils voulaient y aller l'hiver et pas l'été parce que l'hiver, parce que l'été, c'est la saison des pluies et ils voulaient y aller l'hiver à Noël et la direction ne voulait pas. Ils disaient et ils étaient venus voir la CFDT, ils avaient dit: «On veut nos congés sans solde, 3 mois». Et on a organisé ça avec des délégués, parce qu'après 73, il y a eu beaucoup de délégués étrangers. Et ça a été un raz-de-marée en 2 heures de temps. Tous les Africains et certains nombres de Maghrébins sont sortis, ça a bloqué l'usine totalement. Là aussi pour la liberté, en fait, pour un mot d'ordre qui n'était pas une augmentation de salaire, mais c'était pour le droit de bien vivre. Voilà, c'était pareil que le samedi, la même cause, c'est-à-dire de changer la vie. Voilà, on veut pas que le travail nous bouffe notre vie. Et c'était génial cette grève, je raconte dans mon livre, parce que la façon dont les Africains avaient, cette manière qu'ils avaient pour encourager la grève ils dansaient devant les ouvriers quand on faisait les défilés sur les chaînes. Ils faisaient une danse pour les amener à sortir de la chaîne avec des tam-tams et tout ça. C'était incroyable. J'ai un souvenir formidable. Ça, personne n'en a vraiment parlé. Bon, moi, j'en parle dans mon livre. Je ne sais plus si Nicolas, il en parle, mais ça m'a vraiment marqué. Et la direction a cédé, a dit: «On va organiser». Ils ont organisé les congés sans solde tous les 2 ans, partir 3 mois, et cetera. Donc après, il y a eu d'autres grèves aussi, très importantes, notamment dans les années ce qu'on a appelé la révolte des ouvriers automobiles qui a duré jusqu'en Peut-être 83-84. conclure là-dessus. Et hein? Je dois surveiller le temps. Ah oui, donc je vais arrêter. Alors, autre chose de dire par rapport aux grandes grèves, une grève qui a été importante pour moi, c'est la grève de l'atelier de la couture sur la question des cadences, justement, des rendements, c'est pas le salaire. On se battait depuis toujours dans cet atelier. Chaque fois qu'il y avait un nouveau modèle, les temps d'opération pour faire les housses de siège diminuaient. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse de plus en plus de pièces, en gros. Donc, on a fait une grève préparée avec la déléguée CGT de l'atelier et on l'avait bien préparée et j'étais très satisfaite parce que elle a eu lieu en 80, donc 8 ans après que je sois arrivée, et c'était vraiment une grève réussie. La direction nous a reçus, c'était une grève joyeuse, voilà. Bon, après, on a obtenu des trucs, puis après, il y a eu, c'était le début de la fin dans l'automobile. Ils commençaient à externaliser tout ce qui était l'équipement intérieur des voitures. Donc, l'objectif, c'était d'externaliser, c'est-à-dire de mettre dans d'autres usines qui ne soient pas l'automobile, donc avec des salaires moindres, euh, par exemple les planches de bord et notamment les sièges. Ça a été externalisé dans le fin des années 80, à 80, 88, 80, ouais, 80, ça a commencé en 83. Donc moi, je commençais Hein? Je vais devoir t'interrompre, Ouais, Fabienne, pour d'accord. Juste laisser pour dire, après, je du temps reparlerai à... ma transition au comité d'établissement en 83. Voilà. Mais pour moi, c'était une continuité. Le fait d'aller au CE
en tant que, parce que le c'est au service des travailleurs, en fait, le comité d'établissement. C'était une continuité de mon établissement. Heu, J'en avais marre de l'atelier, je voulais pas être déplacée n'importe où dans l'usine et j'ai accepté, un poste. La CFDT était devenue majoritaire au CE, j'ai accepté un poste pour aller à la discothèque et après j'ai refait des études, mais voilà. Mmh. Bon, j'arrête là. J'espère qu'on pourra avoir la chance d'en reparler pendant la période de discussion. Donc, je cède la parole à Marnix. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour cette initiative. Voilà. Donc, en quelques mots, moi, je dirais que je me reconnais très largement dans ce qu'a dit Donald Cuccioletta, qui correspond assez bien à mon expérience personnelle. Mais je voudrais aussi insister sur ce qu'a dit Fabienne, c'est-à-dire que ce numéro des temps modernes, la revue qui avait été fondée par Sartre, qui a disparu aujourd'hui d'ailleurs, et qui en 2015 a consacré un numéro spécial à l'établissement, il est vraiment à conseiller par tous ceux qui s'intéressent à cette politique d'implantation parce qu'il compte de nombreux témoignages et des articles d'historiens qui essaient de faire la synthèse de ça, de faire de la comparaison internationale. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que, en fait, si on parle de l'établissement, il faut, en France et dans d'autres pays d'Europe, il faut voir qu'il y avait une grande variabilité des objectifs. Variabilité des objectifs entre les groupes politiques qui étaient extrêmement nombreux. L'extrême gauche en France dans les années 60-70, mais c'est vrai aussi, je crois, en Italie, c'est vrai dans une certaine mesure en Allemagne, etc. C'est un paysage qui est très balkanisé, qui est très fragmenté. Il y a beaucoup de groupes différents qui sont en concurrence les uns avec les autres et qui sont tous en lutte pour le monopole de la légitimité, pour être les plus révolutionnaires, les plus maoïstes, les plus au service de la classe ouvrière, etc. Donc, il y a cette grande variabilité des objectifs selon les groupes, mais aussi selon les périodes. Par exemple, tu disais, Guillaume, dans ton introduction, que l'établissement ou l'implantation, c'était pour travailler dans les syndicats. Eh bien, ça dépendait des groupes. Il y a des groupes qui ont commencé par vouloir travailler dans les syndicats et puis qui s'en sont éloignés. C'est le cas de la gauche prolétarienne en France. Inversement, il y a des groupes comme celui auquel j'ai appartenu qui étaient assez antisyndicales, oui, au moment où ils sont allés à l'usine, et qui ensuite sont devenus ceux qui se sont durablement installés en usine, sont devenus des syndicalistes. Donc voilà, il y a à la fois une différence entre les groupes et il y a à la fois une dynamique interne aux différents groupes dans leur rapport au syndicalisme notamment. Ça, c'est important de le dire. Donc, il y a une variabilité selon les périodes. Et puis, moi, quand je fais ma recherche, j'avais aussi vu qu'il y avait des micro-cultures de régions ou de départements au sein d'un même groupe au même moment. Donc, il y a aussi des endroits où l'établissement était particulièrement prôné. Moi, par exemple, j'étais établi à Strasbourg. À Strasbourg, il y avait une politique d'établissement très volontariste. Et celui qui ne voulait pas s'établir, il fallait qu'il s'en explique aux yeux de ses camarades. Voilà, il y a des endroits où c'était beaucoup moins contraignant, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus basé sur la volonté. Ensuite, il y a aussi une grande variabilité sur la durée d'établissement. Il y a un certain nombre d'établis qui ont fait, comme on disait un peu de façon humoristique, 3 petits tours en usine et qui sont partis. Ils sont restés quelques semaines, quelques mois, 1 an, 2 ans. Et puis, il y a un certain nombre d'établis, comme Fabienne, qui sont restés extrêmement longtemps, et tellement longtemps que quand ils sont partis à la retraite, ils étaient toujours, sinon des établis, mais en tout cas, ils étaient toujours à l'usine dans des positions de salariés, d'exécution. Voilà. Donc ça aussi, c'est important. On pourrait discuter d'ailleurs des
conditions qui ont fait que certaines personnes sont restées plus durablement que d'autres. C'est évident que ceux qui avaient un bagage scolaire, un capital scolaire plus important, avaient plus de facilité à sortir de l'usine que ceux qui étaient allés avant le baccalauréat ou juste avec un baccalauréat, où ils avaient moins de ressources pour rebondir. Mais c'est un des facteurs parmi d'autres. Moi, ce qui me semble important dans cette affaire, en fait, fondamentalement, c'est le débat sur la signification politique et anthropologique de l'établissement. Quelles étaient les attentes politiques des établis? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et quelle signification on peut accorder à ce type d'engagement qui est un engagement total, un engagement qui ne réserve rien. En tout cas pour ceux qui se sont engagés et avaient l'intention de rester très durablement en entreprise. Ça ne veut pas dire du tout que les établis étaient des personnes qui étaient indifférentes au regard social qui était porté sur ce qu'elles faisaient. Par exemple, dans beaucoup de groupes politiques, s'établir, c'était ce qu'on appelle une voie d'excellence. C'était les virtuoses du militantisme qui s'établissaient. Et dans les groupes dans lesquels tout le monde ne s'établissait pas, eh bien, les établis bénéficiaient d'une considération. C'était les plus courageux, c'était les plus déterminés, c'était voilà. Donc ça aussi, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte dans les attentes et dans les motivations des établis. Et alors, d'un point de vue anthropologique, c'est quand même extrêmement intéressant de constater que dans la plupart des sociétés, chacun aspire à occuper une position sociale qui soit au minimum celle de ses parents, de son père en général, surtout dans les sociétés dans lesquelles les femmes étaient inactives. Et dans les sociétés traditionnelles, la plupart des gens, la plupart des hommes occupaient la même position, apprenaient le même métier ou avaient la même activité professionnelle que leur père. Or, à l'exception des ordres mendiants du Moyen-Âge, en Europe, eh bien, la mobilité sociale descendante volontaire était extrêmement rare. Or, les établis, c'est un exemple de personnes qui délibérément choisissent pour la plupart d'entre elles, de se déclasser par rapport à leur origine sociale. Et ça, c'est pas très fréquent dans les différentes sociétés. Donc, ça a à voir avec la question de la mobilité sociale et des choix de mobilité ascendante, descendante ou de stabilisation. Alors, c'est vrai, comme ça a été mentionné, je crois, par Donald et par Fabienne, c'est qu'il y avait des établis qui étaient en fait des ouvriers d'origine. Mais on peut être ouvrier d'origine et être un authentique établi. J'en connais un à Strasbourg qui était un ouvrier mineur qui avait appris le métier d'électricien de la mine à 15 ans, qui ensuite a entrepris des études de droit et qui est adhéré aux étudiants communistes, qui ensuite est devenu maoïste et retourné à l'usine à 2 reprises, alors qu'il avait fait des efforts très importants pour s'émanciper de son milieu d'ouvriers mineurs d'origine polonaise qui travaillaient en Lorraine, dans les mines de charbon. Donc voilà, ça c'est un cas un peu différent du cas ordinaire de celui dont les parents sont cadres, profession libérale ou qui était quand même très fréquent dans l'établissement. Voilà. Et puis, il y avait aussi ce qu'on appelle des établis purement politiques, ce n'est pas une expression satisfaisante, mais voilà, qui étaient des ouvriers qui avaient changé d'affectation, qui ont changé de région parce que leur organisation politique le leur conseillait. Et ceux-là, ils n'étaient jamais sortis de leurs conditions ouvrières, mais voilà, par exemple, en France, ils allaient travailler à Sochaux, qui est une des grandes régions, qui était à l'époque la région ouvrière par excellence, et ils le faisaient par choix politique. Voilà, ce n'était pas des classes moyennes ou petite bourgeoisie d'origine, c'était, voilà. Bon, voilà. Donc, tout ça me semble important à souligner. Et je dirais, et ça sera
pour laisser du temps suffisamment au débat, je dirais que, à mon avis, tout ce mouvement d'établissement ne peut pas se comprendre sans le replacer dans une période très particulière qui est celui du déclin de la classe ouvrière, déclin symbolique et déclin numérique. Alors, déclin symbolique, bon, voilà, en France, la classe ouvrière était un groupe social particulièrement nombreux. Je ne sais pas ce qu'il en était du tout au Canada et au Québec, mais voilà, donc plus de 30% de la population active était ouvrière. Et ce groupe social ouvrier, cette classe ouvrière, avait une représentation politique, le Parti communiste français, avait une représentation syndicale, essentiellement la CGT, mais pas que la CGT, aussi une partie de la CFTC et puis ensuite de la CFDT. Je ne rentre pas dans tous les sigles parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Voilà. Et la place symbolique qu'occupe ce parti, ce groupe social dans la société française commence à décliner. Alors, au milieu des années 70, mais dès l'après-guerre, dès les années 50-60, la place qu'occupe la classe ouvrière dans la société commence à décliner parce que le Parti communiste français est de plus en plus intégré au jeu politique institutionnel, il faut le dire. Le Parti communiste français, je crois qu'on l'a vu clairement au moment de mai 68, ne pouvait pas se dire un parti révolutionnaire puisqu'il a joué le rôle quand même de force conservatrice, même s'il a pu participer au mouvement gréviste en freinant des cas de fer, en s'opposant aux jeunes ouvriers, etc. Mais il faut quand même rappeler ce cri du cœur de Georges Marchais, qui était le numéro 1 du Parti communiste en 1972, au moment de l'assassinat d'un ouvrier maoïste, authentique ouvrier, ce n'était pas un établi, Pierre Auvernais, aux portes de l'usine Renault de Billancourt, où Georges Marchais déclarait à Strasbourg, parce que mai 68 ne recommencera pas, mai 68 ne doit pas recommencer. Et vraiment, ça lui avait échappé au cours d'un meeting avec une extrême passion, violence. Donc, le Parti communiste n'apparaît plus du tout n'apparaît plus du tout, c'est pas le seul élément, mais je veux dire, c'est symboliquement, on voit que c'est devenu une force conservatrice et la classe ouvrière, ensuite, numériquement, va décliner au profit de la catégorie sociale des employés, qui va prendre de l'expansion dans sa diversité, parce que l'employé en France, ça recouvre des activités professionnelles assez diverses et de niveaux de responsabilité, de rémunération assez diverses, et puis au profit de la catégorie cadre. Voilà. Et alors, quel est le rapport avec le mouvement d'établissement? Eh bien, c'est que le mouvement d'établissement peut être interprété comme une tentative, une énergie du désespoir pour ressusciter, pour revitaliser l'énergie révolutionnaire de la classe ouvrière, traditionnelle de la classe ouvrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'ai déjà une question du public, donc je vais vous la lire. En fait, c'est plusieurs questions en une. La personne dit « J'ai 2 blocs de questions, l'un sur précision de ces expériences, l'autre sur vos perspectives pour aujourd'hui. Considérant que la période des années 70 était à travers le monde une période inédite depuis l'après-guerre en termes de grève, faites-vous le bilan qu'une telle montée de la lutte des classes est due en partie à ce travail d'implantation? En d'autres mots, est-ce que sans ce rôle des socialistes implantés, une telle combativité n'aurait pas eu lieu spontanément? Aussi, vous avez parlé de divers secteurs, privés, secteur public, etc. Y avait-il une identification de secteurs stratégiques à cibler comme lieu où s'implanter? Et est-ce que cela variait selon les organisations? Quelles étaient, selon ça, c'est la question qui porte plus sur le bilan et les perspectives stratégiques pour aujourd'hui. Quelles étaient, selon vous, les limites, erreurs, notamment dans le rapport de certaines organisations socialistes à cette expérience d'implantation? Je ne sais pas qui veut commencer.
à répondre. Allez-y, vas-y, Fabienne, vas-y. Non, mais c'est peut-être différent en France, enfin en Europe qu'au Canada, mais moi, je suis très intéressée par ce qu'a dit Marnix avant sur son analyse sur le déclin qui commençait de la classe ouvrière déjà dans les années 70 et qui s'est complètement écroulé dans les années 80 avec la mondialisation néolibérale et notamment l'externalisation de beaucoup de production, notamment dans les pays asiatiques ou autres, etc. Et que ça, ou même, de l'Europe centrale, notamment pour l'automobile, hein, comment la mondialisation a fait que tout ça, ça s'est écroulé, ça s'est cassé. La mise en avant de tous les contrats précaires, je pense que la mise en avant de l'intérim a beaucoup, mais c'est peut-être un effet qui en rajoute, mais a beaucoup fait pour casser, en tout cas, les capacités de lutte, tous ces différents statuts précaires dans les entreprises, a cassé beaucoup les capacités de lutte dans les entreprises, et le démantèlement qu'on voit, ce qui se passe dans les copains qui sont par exemple à la SNCF aujourd'hui disent qu'ils n'arrivent plus à faire grève aux gens parce qu'il y a aussi toute une idéologie pour dénigrer la grève et pour mettre la population, l'opinion publique contre les grèves, que ce soit à la SNCF ou dans l'éducation, pas seulement dans les usines, hein, mais dans les services publics notamment. Moi, je ne sais pas où on peut faire une différence vraiment entre un ouvrier qui travaille sur des voies de chemin de fer et un ouvrier qui est à la chaîne dans l'automobile ou dans l'alimentaire et une femme de ménage qui travaille à l'hôpital. Voilà. La classe ouvrière, alors c'est autre chose, elle est beaucoup plus éparpillée. Les femmes de ménage qui travaillent dans les hôtels et qui font des grèves à répétition, qui viennent de gagner, d'ailleurs, une des grèves vient de gagner. Je trouve que pour moi, la classe ouvrière, elle est maintenant là. Alors, elle est très éparpillée, c'est compliqué. Et je pense qu'il faut aussi qu'on discute de la question des femmes. Et je n'ai pas eu le temps d'en parler sur la question des femmes et la question du féminisme qui monte et qui existait déjà. Hein. Moi, quand j'étais à Renault-Flin, j'ai dû faire face à la question du machisme au quotidien dans une entreprise d'hommes. Je raconte plein d'anecdotes, enfin plein de cas que j'ai vécu, le fait qu'il y ait eu des commissions femmes dans les entreprises, ça a été quand même assez important. Alors, est-ce que ça a eu un effet après? Je ne sais pas, sur la question qui est dite, est-ce que le travail des établis, des gens qui étaient révolutionnaires, établis ou pas dans les entreprises, ça fait bouger? Je ne sais pas. Peut-être localement, mais d'un point de vue global, ça n'a pas réussi à enrayer justement cette transformation économique et sociale de la catégorie ouvrière. Je ne crois pas que ça l'a vraiment enrayé. Par contre, ça a permis de politiser beaucoup de gens. Je pense qu'il y a eu des gens qui se sont politisés. Alors après, ils sont restés ou pas, mais je pense qu'effectivement, là où il y a eu des révolutionnaires dans les entreprises, ça n'est pas passé inaperçu et qu'il y a des gens qui ont pris conscience, et pas seulement de la lutte contre l'exploitation, mais de la lutte contre le système capitaliste en général et des luttes, par exemple, antiracistes, des luttes féministes et peut-être aussi aujourd'hui, peut-être des luttes écologistes. Je pense qu'il y a des prises de conscience du système. Alors, c'est peut-être minoritaire, mais de toute façon, c'est très bien que ce n'est pas les grandes majorités qui changent les choses, c'est souvent des minorités, des grosses minorités. Voilà, maintenant, je ne sais pas sur les lieux où s'implanter. Après, ça a bougé quand même. Dans les années 80-90, il y a eu d'autres vagues d'établissements qui ont eu lieu plutôt dans les services. Il y a eu beaucoup d'organisations ont, qui ont envoyé des gens à la poste, dans les services publics, dans les hôpitaux, dans des secteurs comme ça, et plus forcément dans les entreprises de fabrication matérielle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Vas-y. Donald, tu voulais intervenir? Oui. Par rapport au lieu d'intervention ou d'implantation au Québec,
il n'y avait pas une stratégie comme telle. Il faut dire que la plupart des gens qui étaient des implantés à travers le Canada, pas juste au Québec, là, ça venait surtout du montée, on peut dire, du Parti communiste ouvrier, les ML, maoïstes et tout ça. Puis, c'était laissé beaucoup aux individus de choisir leur lieu d'implantation. C'est sûr qu'il y avait davantage, parce qu'il y avait autant, peut-être même plus de monde dans les services publics au Québec à ce moment-là. Je veux dire, je regarde dans les hôpitaux, quand je rencontre des vieux camarades aujourd'hui, oui, moi, je travaille à l'hôpital, l'autre hôpital, puis finalement, tu sais, je veux dire, on commence à voir, puis beaucoup dans le milieu d'enseignement aussi, au niveau, puis au niveau des garderies aussi. Donc, ça veut dire au niveau des services publics en général, j'ai comme l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde là que dans les milieux qu'on appelle les milieux de production traditionnelle, prolétarienne, etc., etc. Mais on était là, mais c'était laissé à des individus dans des quartiers, surtout, ou des régions de Montréal, où est-ce qu'ils se sentaient à l'aise, ils connaissaient. Moi, j'avais connu ces usines-là parce que je connaissais la région. J'avais déjà travaillé durant les étés pour avoir des jobs qu'on appelle le travail d'été pour les étudiants, les étudiants dans les raffineries. Fait que moi, au niveau des raffineries, je connaissais ça. Les usines de Noranda qui étaient dans l'Est, c'était juste à côté. On connaissait ça, donc on a choisi en fonction de ce qu'on savait. Puis finalement, on savait très bien, quand on consultait avec quelqu'un, ben, je dis, nous, on va aller là. Ah, oui, il n'y a personne là. C'est aussi simple que ça. Donc, pour nous, ce n'est pas la même histoire que la France. La France a une longue histoire de lutte de classe. Et comme Marnix le dit, finalement, à cette époque-là, la multitude des groupes d'extrême gauche, effectivement, ce n'était pas comme ça au Québec. Il y en avait quelques-uns, puis finalement, quand le Parti communiste ouvrier s'est fondé, ça s'est tout mis ensemble. Puis il y avait un autre groupe qui s'appelait En lutte, mais c'est à peu près ça, là. Et donc, la réalité était ça. Donc, c'était quand même au début, dans le sens que c'était pas quelque chose. Puis aussi la grosseur des usines. Il faut soyons honnêtes. Là, quand j'entends parler qu'à Renault, 22 000 travailleurs, en Amérique du Nord, là, ça fait longtemps que ces usines-là n'existaient plus. Là, parce qu'on était rendu avec une certaine technologie, etc. Puis les usines étaient séparées, puis doublement séparées par région pour donner l'emploi un peu partout au Canada. Le Canada, c'est un grand pays, donc il faut séparer l'emploi à travers l'Est, l'Ouest, et voilà. Puis les États-Unis, c'est la même affaire. Donc, on arrivait dans des usines qui avaient peut-être 1200, 1500 personnes. Quand je dis ça au monde, il ne faut pas 22 000. Donc, c'est une réalité. Ça nous aidait parce qu'on avait moins de monde à gérer ou à prendre conscience qui était là et tout ça. Moi, la question que je me pose, puis je pense qu'il faut que je le pose, est-ce que quelque chose de similaire peut exister ou devrait exister encore aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, moi, de tout ça. J'essaie de réfléchir le plus possible. C'était une des questions que Guillaume nous avait posées. Puis moi, je me dis, premièrement, au niveau des usines, oubliez ça, là. Je veux dire, moi, quand j'ai quitté l'usine, parce que finalement, le parti s'est disparu. J'ai resté encore 1 an et demi parce que j'avais besoin de travailler, puis j'avais un enfant à la maison. Donc, écoutez, là, on travaille, le gagne-pain. Mais dans les faits, mon usine commence à être très technologisée. Puis, à un moment donné, commençait à rentrer les petits robots ici, les petits robots là. Puis, on voit que de plus en plus dans les grosses usines d'automobiles en Amérique du Nord, incluant le Québec et le Canada, écoutez, c'est des robots, tout ça. Fait que ça fait que moi, dans ce milieu-là de productivisme, je ne suis pas sûr que c'est encore peut-être les petites shops. On appelle ça des shops ici au Québec. Peut-être ça vaudrait la peine, je ne sais pas. Mais les grosses, c'est fini pour moi. Par contre, ici, dans notre société québécoise et canadienne, veut dire où le capitalisme joue son rôle encore davantage, puis qui contrôle davantage, c'est au niveau des services publics. Même si on a un service public universel au Québec, ça n'empêche pas que les capitalistes savent comment se gérer tout ça. Donc, ça veut dire, au niveau des services publics à travers le Canada, c'est énorme. Et il y a du monde qui travaille. On le voit avec la pandémie. L'importance de ces gens-là. Sans eux,
Même en temps de pandémie, ça n'aurait pas fonctionné. Puis même en temps normal, s'ils ne sont pas là, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, pour moi, ce milieu-là de services publics au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles primaires, secondaires, garderies, universitaires même, cégep, hein, tout ça, pour moi, c'est encore des lieux. Peut-être pas nécessairement d'implantation comme le développement dans le passé, mais le fait d'avoir le contact finalement, ça veut dire d'y travailler, oui, mais de voir, puis il faut dire au Québec, ça c'est l'autre aspect, les mouvements syndicaux aujourd'hui au Québec, c'est là que ça se trouve. C'est dans les services publics, c'est dans les enseignants. Et c'est là que finalement, on voit que quand ils descendent dans la rue, c'est eux. Puis même les étudiants, hein? Bon, fait que vous voyez, ça a changé. Si j'avais encore aujourd'hui 24 ans ou 23 ans, c'est peut-être là que moi j'irais, je voulais retourner à l'implantation. Mais les usines, pour moi, c'est plus nécessairement la place non plus. Écoute, on a des traités de libre-échange au Canada avec le Mexique. Toutes ces usines-là sont déplacées au Mexique, là. Soyons honnêtes, cheap labor, tout ce que vous voulez, là. Tu sais, je veux dire, tandis qu'ici, bon, c'est autre chose. Fait que je me dis, il faut réfléchir à ça. L'autre chose aussi, je me pose toujours, ça c'est sur le plan théorique, est-ce que tout ce mouvement-là, non seulement ici au Québec puis au Canada, puis même aux États-Unis, hein, il y avait des implantés aux États-Unis. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns que quand ils allaient travailler dans les usines du Sud, justement dans l'État de la Géorgie, ils allaient avec un 45 semi-automatique en dessous du bras. Je ne vous compte pas des farces, là. C'est vrai, parce que c'était des Afro-Américains. Écoutez, là, ça joue rough dans ce pays-là, on le sait. Donc, à quelque part, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti de les écrits, peut-être Fabienne le sait mieux que moi, puis Marnix que moi, mais moi, j'ai comme l'intuition que tout ce mouvement-là, c'est un peu ce qui est sorti des livres de Mario Tronti et la question de l'opéraïsme en Italie. Puis peut-être dans ce sens-là, je rejoins peut-être l'idée de Marnix qui dit, mais en France, c'est une façon de révolutionner la classe ouvrière à ce moment-là. Je me pose la question où l'origine fondamentale, au plan théorique du marxisme, mais pour y retourner aujourd'hui, il y a des endroits on peut, mais je ne suis pas sûr, moi, que c'est comme on avait fait, nous, dans les grandes usines de productivité. Je pense que c'est, surtout qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, en plus, même des hôpitaux, hein, on commence, écoutez, c'est partout. On peut se poser la question, est-ce qu'il va y avoir des emplois, point, dans 20, 30 ans d'ici? Ça, c'est l'autre question. Fait que c'est des choses, je peux dire, il y a des fois, dans le mouvement de lutte de classe, il y a des périodes qu'on ne peut pas répéter, on ne peut pas reprendre. Peut-être si on fait des changements profonds, oui, etc., mais je pense qu'on ne peut pas. C'est une période qui était très bien définie ici au Québec, en tout cas, donc il faut regarder ça. Mais je me dis, sur le plan au niveau des enseignants et des services publics en général, je mets un point d'interrogation, mais je serais prête même à réexaminer tout ça en fonction de ces milieux-là. Et j'arrête là. Merci beaucoup, Donald. Marnix, est-ce que tu voulais intervenir par rapport à ces questions-là? Ou est-ce qu'on passe à d'autres? La question de savoir si aujourd'hui c'est intéressant d'aller s'établir, est-ce que c'est une perspective qu'on peut proposer à la jeunesse radicale? Je ne sais pas. Enfin, moi, je dirais que c'est toujours intéressant de changer de milieu social, d'aller faire des enquêtes. Je pense un des aphorismes les plus intéressants de Mao, c'est « qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole », c'est-à-dire qu'il faut aller voir les choses de près, descendre de son cheval et, si possible, aller vivre un certain temps parmi les fleurs. Après, là, il y a toute une discussion à avoir sur laquelle je n'ai pas de réponse, pas plus que les deux précédents intervenants, sur quel sens ça aurait aujourd'hui d'aller travailler en entreprise. Ce qui est clair, c'est que ce n'est plus les usines automobiles, me semble-t-il, qui sont le centre de gravité, c'est plus la sidérurgie lorraine, etc. C'est plutôt les plateformes logistiques chez Amazon, voilà, qui sont des enfers
ouvrières ou dans les abattoirs. Les abattoirs en France, ça fait partie des pires organisations du travail qu'on puisse imaginer sur tous les plans. Je constate que dans les livres les plus intéressants qui sont sortis ces derniers temps, il y a le livre de Joseph Pontus qui s'appelle « À la ligne », qui est donc, mais ce n'est pas un établi. Par contre, c'est quelqu'un qui avait tout le bagage scolaire, universitaire. Je crois même qu'il avait fait les classes préparatoires, ce qui était une voie d'excellence, qui est toujours une voie d'excellence en France. Bon, il va travailler, mais pas du tout pour des raisons politiques. Il va travailler parce pour des raisons alimentaires, dans des abattoirs. Il en tire un livre absolument formidable. Malheureusement, il vient de décéder. Il y a le livre de Lockman, qui est aussi un livre tout à fait intéressant. Je vous conseille, d'ailleurs, je vais le mettre, voilà, qui est un livre sur le travail de charpentier. Je l'ai entendu il y a 3 jours sur France Culture. Je vais mettre le lien dans le chat. C'est absolument passionnant ce qu'il raconte sur le contact avec la matière du charpentier, de comment est-ce qu'il distingue les bois en fonction du type d'écharde qu'ils se mettent dans la peau, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas des gens qui vont au contact du travail ouvrier pour des raisons politiques, mais ils en tirent des éléments de connaissance absolument, que je trouve, moi, éblouissants d'intelligence sur ce que veut dire, et qui sont aussi une façon d'habiliter, de réhabiliter le travail ouvrier. Juste encore une phrase. En France, aujourd'hui, la moitié des ouvriers ne sont plus des ouvriers d'usine. Ce sont des ouvriers, par exemple, dans les transports, des livreurs, des gens comme ça. Voilà, dans les services. Et ça, c'est un changement extrêmement important. En outre, il ne faut peut-être pas mythifier ce qu'était autrefois le travail à la chaîne. D'après un collègue qui est très spécialisé dans l'histoire du travail, il n'y a jamais eu en France plus de 12% des ouvriers qui ont travaillé à la chaîne simultanément. Donc, c'était la figure emblématique. On le doit aussi à Charlie Chaplin et ce film absolument génial. Mais certes, ça nous disait beaucoup de choses du taylorisme, mais tous ceux qui étaient soumis au taylorisme n'étaient pas forcément des ouvriers à la chaîne, et ceux qui étaient vraiment affectés à la chaîne, c'était une minorité certes emblématique, paradigmatique, qui façonnait un peu le travail, mais ce n'était jamais que 12%. Donc voilà. Merci. On approche de la fin de la séance. Il y aurait encore une infinité de choses à dire. J'ai mis Marnix a mis des références dans le chat. J'en ai mis aussi quelques-unes, en fait, toutes celles qui avaient été mentionnées durant la discussion. Je vous écris aussi mon adresse courriel si vous voulez des références, par exemple, sur l'établissement aux États-Unis, en Corée du Sud, au Québec. Je pourrais vous en envoyer. Il y en a plusieurs autres. Donc, peut-être, si vous voulez brièvement, chacun, est-ce que vous avez un mot de la fin, un mot de conclusion? Donald? Ben, premièrement, je veux remercier Guillaume d'avoir fait son doctorat, parce que ça part avec tout ça, n'est-ce pas? Fait que merci Guillaume pour ça. Ça veut dire que c'est ça qui nous a réunis aussi. Puis je suis bien content de vous avoir rencontré, Fabienne et Marnix, puis votre point de vue, comment vous voyez, puis je vois tout de suite que c'est le Québec, puis la France, c'est la France. Même s'il y a des atomes crochus, il faut quand même dire qu'on a quand même quelque chose d'un peu différent. On n'a pas l'expérience que les Français ont, on n'a pas l'histoire non plus du mouvement ouvrier que les Français ont non plus, de même pour l'Italie, puis l'Allemagne et d'autres pays. Mais néanmoins, j'ai senti quelque chose d'assez important qui m'a réjoui, puis qui m'a donné beaucoup d'énergie, c'est de comprendre finalement, de retourner à comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire le travail en équipe dans une collectivité qu'on appelle l'usine, ou que ce soit un milieu de travail quelconque. Et il y a une question de solidarité humaine qui se crée, une solidarité aussi de la société civile qui travaille ensemble, puis qui va effectivement
le fruit de leur travail, effectivement, sans nécessairement en profiter sur le plan monétaire ni sur le plan des conditions de travail. Mais néanmoins, il y a quelque chose là qu'effectivement, on a oublié avec les ordinateurs et tout ça, qui fait qu'il y a une partie de l'humanité qui, effectivement, au niveau du travail, a construit. Et c'est les travailleurs et les travailleuses qui ont construit. Et je pense que ça, peu importe où ils se trouvent aujourd'hui, il ne faut jamais, jamais, mais jamais oublier ça. Et je suis très content de vous avoir rencontrés via Zoom. Merci. Moi, je voulais dire, juste préciser que je n'avais pas eu le temps de le préciser, c'est que si je suis restée aussi si longtemps dans cette usine, c'est que, je le dis souvent quand je présente mon livre à la fin, c'est que c'est vrai qu'on est aussi des êtres humains et que dans la vie, il y a aussi l'affectif, il y a l'amour, et que quand je suis rentrée en usine, je suis rentrée en couple avec mon compagnon qui ne l'est plus depuis longtemps, Nicolas, et qu'en 80, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Donc en 80, ça fait 40 ans qu'on est ensemble et on a eu un fils ensemble. J'ai rencontré un ouvrier, Jama, de l'usine, qui était ouvrier et délégué syndical, et que je suis restée toujours avec lui et j'habite toujours à Flins, et que si j'avais pas rencontré Jama, je n'avais pas eu cette histoire d'amour-là, parce que dans les usines, il y a aussi des histoires d'amour, il y a de la vie, il n'y a pas que le travail. Eh bien, je serais peut-être pas restée si longtemps. C'était aussi un moteur important. Si j'avais pas pu être embauchée au CE et m'épanouir au moins pendant 10 ans dans mon travail de bibliothécaire et d'animatrice culturelle, peut-être que je serais pas restée non plus. Voilà. Donc, il y a tout un tas euh, voilà, d'événements et puis de paramètres qui font qu'on va dans un endroit, qu'on y reste ou qu'on n'y reste pas. C'est pareil quand on va dans un pays ou ailleurs, il y a tout un tas de paramètres et qui comptent aussi. On n'est pas que des, on n'est pas des robots, nous les militants, on est aussi des êtres humains. Donc je trouve que c'est important. Alors sur le reste, je pense qu'il y a effectivement les usines de fabrication en tant que telles, à part celle qu'a signalé effectivement Marnix, notamment les abattoirs, mais qui ont lieu, qui effectivement sont des endroits terribles. Je parlais aussi de tous les services, mais il y a aussi tout, en tout cas dans nos pays, dans nos pays, parce que ce travail qui n'est plus fait, il y a effectivement le fait qu'il y a eu des simplifications de fabrication, mais le travail à la chaîne existe toujours. Il a été externalisé dans d'autres pays. Les usines Renault, elles sont aussi dans d'autres pays, hein, des usines automobiles. Il y en a au Maroc et ils reproduisent exactement la même chose. Alors, il faudrait aussi que les gens qui sont au Maroc, les révolutionnaires et les syndicalistes qui sont au Maroc, aillent aussi dans ces usines. Il y a de plus en plus de voitures qui sont quand même fabriquées, pas seulement de voitures, mais des appareils électroménagers, enfin tout un tas de produits. Effectivement, les entrepôts comme Amazon, c'est un travail terrible. Mais je pensais à une chose qui a apparu aussi pendant les confinements, c'est la question du télétravail. Alors certes, ce n'est pas forcément le télétravail dans les entreprises de fabrication, mais beaucoup dans les services. Bon, on l'a vu, les enseignants qui travaillent en télétravail, mais aussi dans les bureaux, qui fait beaucoup de nuisances terribles, hein, la question du télétravail. Il faut qu'on en prenne compte. Alors peut-être ça va réduire, mais ça ne concerne pas énormément de personnes. Mais quand même, c'est très important, cette façon dont le système capitaliste veut casser les collectifs de travail, les casser, détruire les droits. Et le télétravail est quelque chose de très grave. Moi, je sais que j'ai appartenu au syndicat solidaire et qu'on a fait des stages là-dessus de formation. Il faut se former là-dessus. C'est important. Alors peut-être que c'est un passage, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. Et c'est une surexploitation terrible, le télétravail. Et ça a des conséquences quand même relativement graves, d'un point de vue physique, psychologique, etc. Et surtout sur la casse des collectifs de travail. Je crois que c'est ça, ils ont compris ça, au moins euh, les grands patrons, c'est que ce soit en télétravail ou dans les entrepôts, c'est difficile de faire une grève à Amazon, hein, c'est réprimé, hein, c'est très très compliqué. Et moi j'admire notamment les femmes de ménage des hôtels qui continuent pendant des mois, qu'on continue là pendant 23 mois à se battre et puis qu'on gagné finalement là récemment. Je trouve que pour moi, la classe ouvrière, elle est là. Alors, c'est pas, elle fabrique pas, mais faire des services de ménage et être surexploité et être traité, maltraité parce que ce sont des femmes. Et la question du machisme, pourquoi?
pour moi, elle est extrêmement importante dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Je pense que c'est un vecteur de mobilisation et de prise de conscience contre le système. La question féministe et de la lutte contre le machisme, elle est extrêmement importante. De la même manière que la lutte contre le racisme dans les entreprises, parce que ça divise, ça opprime, ça accentue la surexploitation de certaines catégories, la question des contrats précaires aussi, une multiplication de contrats précaires comme jamais il y a eu. Alors, je ne sais pas si c'est pareil au Canada, mais ça devient un système mondialisé, tous ces contrats précaires, où tout ce qui a été obtenu comme droit dans le droit du travail est complètement balayé avec ça. Et la capacité de résistance, elle est complètement amoindrie. Donc, je crois qu'on a beaucoup de pain sur la planche et je trouve que Marnix a raison, il faut aller voir si on peut le faire. Ouais. Ben, même un jeune étudiant qui va travailler, qui fait un stage d'été, par exemple, dans une entreprise, à la chaîne ou en fabrication, il apprend beaucoup de choses. Un étudiant ou une étudiante. Il y en a hein, dans les entreprises, à Renault, il y en a toujours l'été pour remplacer les gens qui sont en congé. Donc, je trouve que c'est important. Et la question, c'est marrant que tu parles d'enquête ouvrière parce que je suis ici dans le coin, je suis en contact avec des copains très sympas qui sont plutôt libertaires, communistes libertaires, mais pas du tout maoïstes, plutôt anarchistes, et qui parlent d'enquête ouvrière. Donc, il y a une espèce de rencontre entre les enquêtes ouvrières à la sauce maoïste et là, qui reviennent de ce côté-là. Je trouve que oui, c'est important de le faire un minimum. On va devoir s'interrompre, mais ben, merci beaucoup. Ça a été extrêmement riche, extrêmement intéressant comme discussion. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion un jour de continuer la discussion en personne. C'est bon. La pandémie se terminera bien un jour ou l'autre. Sûrement. On pourra se revoir en face à face. Oui. Ben oui, Oui. clairement. Clairement. En tout cas, merci de cette rencontre. C'était vraiment intéressant. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.